Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture. Update lecture avec que de la littérature jeunesse puisque c'est ce que j'ai principalement lu en février et même une mention spéciale pour les sorcières. Il me semble que je vous en avais parlé dans un update que j'avais beaucoup de livres sur les sorcières et que je m'en suis rendu compte entre guillemets un peu tard sur le mois, c'est-à-dire que j'aurais pu un peu plus lire un peu plus régulièrement sur tout le mois des sorcières, enfin des livres avec des sorcières. Et au final, bah, ça fait à peu près 1/2. Je crois même qu'il y a 3 livres de sorcières. Non, il y en a que 2. Mais enfin si, enfin bref. Il y a beaucoup de livres avec des sorcières dans ma palle de février. Et donc ça se retrouve dans cette update. Je suis à la bourre sur les updates du coup, évidemment. La palle de février c'était 28 livres pour 28 jours. Ça fait forcément beaucoup d'updates. Je sais pas quand est-ce que je rattraperai mon retard, mais un jour. Peut-être que je referai une vidéo par jour pendant une semaine, 2 semaines, un mois, j'en sais rien pour rattraper ça. Pour l'instant, j'ai pas le temps de faire ça honnêtement. Mais c'est pas très grave, enfin je veux dire, c'est pas des livres de Noël ou d'Halloween que je vous présente 6 mois après, donc c'est pas dramatique en soi. Et bref, on y va. Le premier c'est donc Les sorcières du beffroi, le tome 1, Petit boudin et grande greluche, pardon, de Kate Saunders. Et alors franchement, j'ai juste surkiffé, j'ai adoré. C'est tout ce que j'aime en jeunesse, c'est tout ce que j'aime avec les sorcières. En gros ici on va suivre donc 2 sorcières qui s'appellent Petit Boudin et Grande Greluche. On a une espèce d'introduction de première partie du livre, c'est vraiment les premiers chapitres, hein. Et en gros elles sont dans le pays des sorcières avec toutes les autres sorcières qui sont toutes très moches, très méchantes, les verrues, les machins, les bidules, etc. etc. On parle rapidement de leur organisation, de leur école, de comment ça se passe, la formation de sorcières, etc. Il y a clairement que des sorcières, il n'y a pas de sorciers. Et puis, Petit Boudin et Grande Greluche vont faire une bêtise tellement énorme que même pour les sorcières, c'est pas acceptable. C'est-à-dire qu'on parle d'un peuple, déjà, qui n'ont pas le même moral que nous, qui n'ont pas les mêmes limites que nous. Enfin, une sorcière, c'est pas fait pour être gentille, tu vois, mais là, elles vont faire une erreur contre la mauvaise personne, elles vont faire une bêtise absolument énormissime. Et donc, on va les exiler, on les vire pendant un certain nombre d'années du pays, sachant que les sorcières vivent très 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 longtemps, bien plus que nous, pauvres mortels. Et donc voilà, elles se retrouvent exilées, dans leur malheur, elles sont toutes les deux, ces 2 meilleures amies, c'est pour ça qu'elles ont fait la bêtise ensemble, etc. etc. Et donc elles vont se retrouver dans un beffroi d'une petite ville, enfin même d'un petit village, et elles vont donc rencontrer l'aumônier, je crois, enfin un délire comme l'assistant du curé. J'ai pas tous les mots techniques, excusez-moi. Et voilà, elles vont petit à petit s'intégrer un peu au village, s'adapter à cette nouvelle vie pour elles, leur magie, perdre leur magie, utiliser leur pouvoir, leurs potions, etc. etc. Et en gros, il y a un côté Roald Dahl à cette histoire. Ce que j'entends par là, c'est que Roald Dahl a cette capacité d'écrire des livres comme Charlie et la chocolaterie ou Mathilda par exemple, où en gros, il y a ce côté extrêmement merveilleux, extrêmement loufoque, avec beaucoup de rebondissements, beaucoup d'aventures qui n'arrivent pas dans la vraie vie, qui se passent pas comme ça avec des vrais gens, tu vois, parce qu'on est en jeunesse et parce que on est là pour le fun et pour rire. Et en même temps, derrière ça, il y a un message fort, il y a une thématique forte d'aborder, c'est le cas dans plein d'autres littératures jeunesse évidemment, mais d'avoir ce réel décalage entre l'importance des thématiques abordées, le sérieux des thématiques abordées et le côté burlesque presque des aventures qui arrivent au personnage, pour moi c'est Roald Dahlesque. Pas si ce mot existe, mais écoutez, bref. Et là, c'est le cas, vraiment, on les suit toutes les deux, jeunes sorcières, totalement farfelues, totalement loufoques, qui arrivent dans notre monde à nous et puis qui doivent s'adapter à ce monde-là. Et j'adore, franchement j'ai adoré, j'ai trouvé ça absolument génial. On a quelques illustrations, mais alors vraiment pas beaucoup. En gros on a des illustrations pour combler la fin des chapitres et pas au milieu des chapitres. Vous voyez, je crois qu'à chaque fin de chapitre on a une illustration et puis on en a une au début du chapitre. Même pas, il y a des chapitres où il n'y a pas assez de place et donc il n'y en a pas. Mais sinon on a des petites choses comme ça, vous voyez. C'est pas illustré à proprement parler, mais c'est pas gênant. Franchement, moi j'ai adoré. Il faut absolument que je me débrouille pour trouver la suite. C'est une série qui date, hein, puis apparemment ça n'a pas eu un succès absolument retentissant. 2001 édition Nathan pour la première édition et 2014 pour la présente édition. Donc, le livre que j'ai entre les mains à 12 ans, franchement j'aurais dit plus, mais écoutez,
Bref, faut que je trouve la suite, vraiment vraiment. Ensuite, j'ai lu un livre et alors je ne sais pas vraiment quoi en penser. Je sais pas si c'est un tome 1, j'ai à la fois l'impression et pas l'impression, c'est-à-dire que c'est pas marqué sur le livre, mais vu la fin, ça ouvre sur quelque chose d'autre, donc je me dis peut-être, et en même temps, je suis contente s'il n'y a pas de suite, et s'il y a une suite, je sais pas si je la lirai. Bref, j'ai lu Panique à Gemellia de Betty Piccioli. J'ai trouvé ça sympa, mais alors le personnage principal est antipathique pour moi. Vraiment. Le personnage principal est du style à se la raconter, à se la péter toutes les 2 pages, à dire ouais je sais, je suis trop fort, mais bon, c'est pas la peine de me le dire. Vraiment il casse le 4e mur, il parle au lecteur et il part du principe que les lecteurs sont en admiration devant lui, les lecteurs et les lectrices évidemment. Il part du principe que vraiment on est en mode waouh, t'es trop fort. Et du coup il nous répond à ça. Sauf que moi, j'étais pas du tout en mode waouh, t'es trop fort, j'étais en mode vas-y, avance. Et alors, vraiment, le fait qu'ils s'interrompent et qu'ils me disent ouais, je sais, je suis trop fort, mais t'inquiète, ça va aller. J'étais en mode mais gars, redescends. Enfin, genre vraiment. Bref, ici on est dans un monde où tout le monde a un jumeau. Panique à Gemellia, les jumeaux. Tout le monde a un jumeau, vraiment. Notre personnage principal y compris, il s'appelle comment? Ivan. Bref, il a un jumeau. Malheureusement, son jumeau est décédé il y a quelques mois, quelques années. Voilà, honnêtement, on s'attarde pas tant sur le deuil et la tristesse que ça implique chez lui. Il est un peu en mode warrior, j'ai perdu mon jumeau, mais vous inquiétez pas, ça va, tu vois. Ce que je trouve un peu dommage, mais bref. Et donc voilà, dans la ville, c'est un peu. Enfin, ça se voit qu'il a pas de jumeaux, et dès que les gens se rendent compte qu'il n'a plus de jumeaux, tout le monde est et enfin, ça crée un malaise en fait. C'est même pas tout le monde est triste pour lui, ça crée un malaise en mode il est mis à part parce qu'il a plus de jumeaux. Je sais pas, je trouve le traitement de la thématique un peu bizarre. Et bref, en gros, depuis que son jumeau est décédé, malheureusement, il a décidé d'un petit peu enquêter là-dessus. C'est un peu flou ce qui est arrivé, on sait pas trop ce qui s'est passé, qui, quoi, comment. Et donc, il décide un petit peu d'enquêter là-dessus, mais il a pas beaucoup d'infos sur les événements, etc. Et donc, ça l'a amené à un petit peu ouvrir une espèce d'agence de détective, et en gros on fait appel à lui pour mener des petites enquêtes, retrouver des petites choses qui ont disparu, etc. etc. Et un jour, au début de ce livre, il y a un garde, je crois, du palais qui vient le voir et qui lui dit voilà, la princesse a besoin de vous, le prince, donc son frère jumeau, il lui est arrivé quelque chose et il faut qu'on découvre ce qui lui est arrivé pour qu'on puisse l'aider. Et donc en gros, Ivan se rend au château, donc, où il y a la princesse et le prince qui sont jumeaux tous les deux et qui sont les héritiers du trône. Et donc bah voilà, il faut les aider, il faut les enquêter. Cette enquête va le mener dans une espèce de forêt enchantée avec une sorcière. Pas marqué dans le titre, mais de nouveau j'ai retrouvé une sorcière ici. Écoute, c'est bref. Et voilà, il va enquêter, il va essayer de comprendre ce qui se passe. Et évidemment, les événements qu'il vit et ce qui se passe ont un petit peu un rapport avec ce qui est arrivé à son frère. Sinon, ça n'aurait pas de sens, bien sûr. Franchement, j'ai bien aimé. En fait, j'ai pas trop accroché au personnage principal. Je vous montre une illustration. Il y en a une comme ça par chapitre. Vraiment une et une seule par chapitre. En fait, j'ai pas trop accroché au personnage principal. Vraiment, il est pas au stade où il m'agace de ouf et où j'ai envie de lui coller des tartes. Mais si je suis pas obligée de le suivre dans une histoire, je le suis pas. Vous voyez, là j'ai continué parce que bah, tout le mystère de l'enquête et tout, c'est quand même chouette, il y a quand même des personnages autour de lui qui sont intéressants, notamment des jumelles sorcières, un animal qui parle et tout. Enfin, franchement, je trouve que l'univers est quand même vachement cool. C'est juste lui, quoi. Vraiment, je le supporte pas. Voilà. Mais je sais pas s'il y a une suite parce que à la fin, la dernière phrase. Voilà, c'est une nouvelle affaire pour machin bidule truc, vous voyez. Donc, ça ouvre sur une suite. Est-ce qu'elle a été réellement écrite? Est-ce qu'elle a été réellement publiée? Est-ce qu'elle est réellement disponible? Je ne sais pas, faudra que je me renseigne. Et peut-être qu'on va avoir une évolution du personnage, si suite il y a, je sais pas. En tous les cas, franchement j'ai bien aimé, je trouvais ça cool. Il y a 2-3 trucs où c'est pas assez approfondi selon moi. L'histoire des jumeaux, l'histoire du deuil, franchement on aurait pu aller bien plus loin et c'est dommage de pas y avoir été vraiment. Mais c'était quand même sympa. Ensuite, j'ai lu Les Cousins Holmes, le tome 1, La bague royale de Nathalie Somers. Et alors, j'ai pas vraiment compris le choix de l'autrice. C'est-à-dire qu'elle choisit de lier ses personnages principaux à la famille Holmes, que tout le monde connaît
loin de non, mais c'est pas réellement exploité. C'est-à-dire qu'ici on va suivre les grands cousins de Sherlock et Mycroft Holmes. J'ai eu un peu mal à retrouver le prénom du grand frère de Sherlock, mais bref. Et donc en fait, Sherlock et Mycroft ont genre 6-8 ans dans ce livre ici. Donc en fait, c'est pas du tout eux qu'on suit, on suit les grands cousins de Sherlock et tout, mais en fait, j'ai pas trop compris le choix de l'autrice, vraiment. Partir de cette famille Holmes, de Sherlock ultra connu et en vrai, mettre de côté Sherlock, j'ai pas compris. Vraiment, Sherlock n'est pas intégré. Là, il est juste cité en mode à un moment donné ou à un autre, les personnages principaux qu'on suit, qui sont donc leurs cousins, vont devoir les garder. Et ça les ennuie un peu. Mais c'est tout. Enfin, bref, du coup, on aurait pu avoir la même enquête, la même ambiance, les mêmes persos, mais sans aucune référence à Holmes. Vraiment. Du coup, j'ai pas compris. Mais l'histoire en elle-même était cool. Ici, on va donc suivre Honorius, qui est un voleur, voilà. Ses parents sont décédés quand il était assez jeune et il s'est retrouvé un peu le tuteur de sa petite sœur Marie. Ils ont pas mal d'écart tous les deux et donc du coup c'est pour ça qu'il a pu être son tuteur. Mais genre ils ont pas 15 ans d'écart non plus, donc il était quand même assez jeune. Et en gros, bah, pour subvenir à leurs besoins et se débrouiller, il s'est mis à voler des petits trucs, voler à manger, revendre des trucs, etc. Bah, il est devenu un peu un expert du vol. Ce qui fait un espèce de mix entre Sherlock et le gentleman cambrioleur. J'ai perdu son nom, mais vous voyez qui je parle, je pense. C'est assez bizarre. Et puis en gros, au début de ce livre, il va se dire, il y a une discussion assez rapide avec sa sœur, et en gros c'est ok, j'arrête de voler, je vais mettre tous les petits tips que j'ai appris pour voler, pour être discret, pour pas qu'on me remarque, etc. pour ouvrir une agence de détective et enquêter sur des gens, des adultères, ce genre de choses, etc. Et donc voilà, c'est ça qu'il fait, il ouvre cette agence-là, et magie, miracle évidemment, ça marche super bien. Franchement, le livre est très très court, hein, il fait moins de 100 pages, donc ça va très très vite au début. Et en gros, l'enquête qu'on va suivre nous, c'est donc sur la bague royale. Il y a le prince, nul autre que le prince, c'est pas William, mais c'est en gros le fils de la reine d'Angleterre. Charles, je crois que c'est Charles. Bref, le prince d'Angleterre vient, enfin du Royaume-Uni, je ne sais jamais, écoutez, bref, le prince vient voir Sherlock parce qu'il a donc perdu sa bague royale et qu'il veut la récupérer. Il l'a perdue d'une manière assez loufoque, on va dire, genre elle va juste tomber dans le siphon de la salle de bain, tu vois. Bref, et donc il vient demander à Sherlock, non, à Honorius, de récupérer sa bague. En gros, il sait à peu près où elle est, mais c'est un endroit pas super accessible, pas super pratique, et légalement, diplomatiquement, ça risque de foutre le bordel s'il y va, vous voyez. Donc, Honorius accepte l'enquête, avec sa sœur ils montent un plan, etc., etc. Et le but c'est de savoir réellement où est cette fichue bague et de la récupérer dans les temps pour que le prince l'ait pour le dîner de Noël. Voilà, pour vous donner un idée, ça se passe dans le courant du mois de décembre. Donc pour une lecture de décembre, ça peut être bien. Moi je savais pas que ça se passait en décembre, mais écoutez, voilà. C'est illustré, c'est écrit assez gros quand même. Et franchement, j'ai bien aimé. Après, j'aurais aimé un peu plus de détails, parce que là, ça fait vraiment moins de 100 pages, c'est vraiment très très court. On aurait pu avoir clairement la même histoire sans aucune référence à Sherlock Holmes. Donc, peut-être que dans la suite, ça va changer, parce que là, c'est un tome 1, je pense. En disant ça, je me rends compte que c'est marqué 1 nulle part, mais bref, voilà. Et donc vraiment, du coup, à un moment donné ou un autre, Honorius et Marie, alors qu'ils sont en train de mener l'enquête pour retrouver la bague, Marie dit à son frère, ah oui, au fait, j'ai dit à machin bidule qu'on allait garder Sherlock et Mycroft, et ils sont en plein milieu d'une enquête, donc ça n'arrange pas du tout Honorius, et tu sens bien que le point de vue, enfin le postulat du livre, c'est de dire que c'est Honorius qui va apprendre pas mal de choses à Sherlock, et qui va faire que Sherlock va devenir Sherlock Holmes, vous voyez ce que je veux dire? Mais ouais, je sais pas, tout est trop rapide. En fait, ça aurait pu être un peu plus fouillé, un peu plus développé. Ça marche très bien, franchement l'enquête fonctionne très bien, ça se lit très bien, c'est très cool à lire, mais il m'en aurait fallu un tout petit peu plus. Je vais regarder s'il y a une autre enquête, une suite ou pas, et ce que l'autrice a écrit d'autres. Mais ouais, là c'était sympa, sans plus. Et on termine avec une autre petite sorcière que j'adore et que je trouve hyper cool, à savoir Amandine Malabule. J'ai donc lu le tome 2, La sorcière a des
ennuis et le tome 3, La sorcière ensorcelée de Jill Murphy. C'est une vieille saga, on le voit avec cette édition là qui est absolument... qui date de mon enfance, hein, très clairement, ça c'est années 90. Je vais vérifier ça, mais normalement je pense que c'est ça. Alors, premier dépôt légal, 1994. J'avais 1 an. Et donc ça c'est une édition beaucoup plus récente, mais donc les histoires sont les mêmes à chaque fois. En gros dans cette saga on suit Amandine Malabule qui va dans une école pour sorcières. J'ai mis le tome suivant dans ma page du mois de mars, donc je vais les lire. Mais je me suis dit que j'allais pas attendre d'avoir lu le tome suivant parce que j'ai beaucoup de livres et beaucoup d'updates de retard et j'allais oublier ces 2 tomes là. Sinon... Donc bref, je vous en reparlerai dans quelques temps quand j'aurai lu le tome suivant que j'ai mis dans la page de mars du coup, qu'à l'heure où je vous parle, j'ai pas encore lu. Bref, donc en gros, ici on suit Amandine Malabule, qui est une jeune sorcière. Honnêtement, on ne connaît pas sa famille, ses parents, est-ce qu'elle a des frères et sœurs et tout. Je crois que c'est cité vite fait à un moment donné, mais franchement, je ne me rappelle plus et c'est pas le centre de l'histoire. On la suit quand elle va à l'école des sorcières, qui est située dans une espèce de vieux château fort. Genre vraiment c'est pas un château qui a été construit pour être une école, c'est un truc qui a été récupéré et transformé en école. Donc il y a plein de courants d'air, c'est pas très bien fait pour être une école, sachant que c'est une école pensionnat évidemment. Et donc voilà, on a plusieurs années de sorcières, en fait on a tout un cycle de sorcières, je sais même pas combien d'années il y a d'études chez les sorcières. Et en gros, dans le tome 1, Amandine Malabule débarque dans cette école pour la première fois, elle fait son entrée en première année, elle va se faire des amis, découvrir le château, découvrir l'école, etc., etc. Sauf que la particularité d'Amandine, c'est de toujours s'attirer des ennuis. C'est le genre de personne où elle va être tout le temps en conflit avec la première de la classe, et comme c'est la première de la classe en face, les gens partent du principe que ça ne peut pas être la faute de la première de la classe, et donc ça retombe toujours sur Amandine Malabule, c'est toujours elle qui est punie alors que c'est pas de sa faute, et c'est aussi le genre de petite fille qui va faire des conneries, mais pour de bonnes raisons, et au lieu qu'on lui dise ah d'accord c'était pour de bonnes raisons, c'est pas si grave, on lui dit non t'as fait une connerie, t'es puni. Vous voyez le truc? Donc voilà, c'est ça qu'on suit. Ici, elle retourne à l'école, en fait les années sont divisées en semestres, et donc dans le tome 1 on avait le premier semestre. Ici elle a eu genre 2-3 semaines de vacances au milieu, et puis elle retourne à l'école pour le 2e semestre de sa première année, et en fait ici elle va être en charge de la nouvelle. C'est ça, il y a une nouvelle qui s'appelle Isabelle qui arrive en milieu d'année du coup, et on ne sait pas trop pour quelle raison, mais la professeure principale de Amandine décide que c'est à Amandine de lui montrer l'école, de l'aider dans son quotidien, à rattraper le retard, etc., etc. Et cette personne, cette nouvelle élève, va vouloir faire des bêtises, aller dans des endroits où elle n'a pas forcément le droit d'aller, etc., etc. Et Amandine essaye de l'en empêcher. Mais bon, pas non plus décider à la place des gens, et comme Amandine est responsable de cette nouvelle élève, et bien ça lui retombe dessus. Voilà, et ici, La sorcière ensorcelée, donc pareil, il y a eu cette fois les grandes vacances entre ces 2 livres-là, et Amandine retourne à l'école pour sa 2e année, et elle va du coup rencontrer les nouvelles premières années. C'est la première fois qu'elle va à l'école et où elle n'est pas la plus petite. C'est assez cool, c'est assez chouette de voir ça, je pense qu'on a tous vécu ça, genre notre entrée, c'est un peu l'entrée en 5e, tu vois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je pense que oui. Bref, et donc voilà, Amandine retrouve ses amis, ses marques, sa chambre, etc. etc. et découvre les nouveaux professeurs, les nouveaux cours qu'ils ont, etc. etc. Sauf que elle va faire quelque chose qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout apprécié par l'une de ses camarades, et cette camarade va se venger. On parle de sorcière, et donc pour se venger, elle va jeter un sort à Amandine, la sorcière ensorcelée, et à partir de là, pendant tout le bouquin, vraiment Amandine essaye de se débarrasser de ce sort, sauf que c'est pas si simple quand t'es ensorcelée de faire comprendre aux autres que t'es ensorcelée, comment t'aider, etc., etc., etc. Franchement j'aime beaucoup. Je pense que le tome 3 c'est mon préféré. Depuis le début j'ai trouvé ça vraiment cool, vraiment mignon, et c'est illustré en noir et blanc. Je vais essayer de vous trouver une illustration qui ne spoil pas tout, ça serait bien. Voilà, donc là on a les sorcières sur leur balai avec leur chat noir. Après forcément hein, c'est un livre de sorcières qui date des années fin 90 début 2000, donc on est niveau cliché de la sorcière, on est en plein dedans. Il n'y a pas vraiment d'originalité là-dedans, mais moi c'est pas ce que je demande à un livre jeunesse comme ça. Vraiment j'adore Amandine Malabule, je trouve ça trop cool.
Je pense que cette update est bien assez long et de toute façon je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, donc je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.